Et alors justement, vous avez été plusieurs à évoquer donc la professionnalisation de la fraude et puis des techniques type deepfake, type vidéo de vidéo, masque, etc. Rimena, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces sujets-là? Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut lutter contre ces menaces et ces techniques ultra professionnelles et élaborées? Oui, effectivement, donc ce qu'on voit, et on l'a vu, enfin, tout le monde a fait la remarque, les techniques sont de plus en plus professionnelles et quelque part, la fraude a toujours la même problématique qu'on a pu avoir à l'époque. J'aime bien la comparer à l'époque des virus et des antivirus. Il faut être au top et connaître et avoir la dernière version de l'antivirus pour s'assurer qu'on ne va pas laisser passer un virus. Ben, c'est pareil pour la fraude, il faut effectivement évoluer avec les fraudeurs à la même vitesse. Aujourd'hui, ce qu'on voit, et c'est un peu la direction qu'a pris effectivement la réglementation en France et dans d'autres pays d'ailleurs, c'est il y a deux types de besoins en ce qui concerne la vérification d'identité. Il y a, et nous on le divise un peu entre les acteurs réglementés et les acteurs qui ne le sont pas. Les acteurs réglementés, les acteurs qui ne sont pas réglementés, je vais commencer par eux parce que ça va être assez rapide, et qui ont des besoins purement de gestion de risque, vont plutôt avoir tendance à utiliser la photo d'une pièce d'identité et un selfie, à aller plus vite et avancer. Donc, je parle par exemple des secteurs dans le transport ou autres. Les secteurs réglementés, et donc c'est un peu le sens et ce que toutes les personnes qui sont en train de parler dans ce webinaire représentent. Là, on a effectivement la problématique de pouvoir bloquer des niveaux de fraude beaucoup plus expérimentés, parce que les conséquences en plus sont bien plus risquées. Et là, ce qu'on a vu et ce que nous, chez Onfido, on a mis en place, c'est clairement, il y a deux éléments. D'un côté, c'est la détection donc, du vivant, et donc ça a commencé par la biométrie. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en place depuis plusieurs années. Donc, avoir ce que nous, on appelle un liveness vidéo de la personne, en lui demandant de faire des gestes et de dire quelques mots, ce qui, donc, dans le cas de Onfido, ça nous permet d'avoir 4000 combinaisons possibles et donc potentiellement de freiner toute tentative d'utiliser des vidéos qu'on pourrait récupérer dans les réseaux sociaux ou dans le dark web pour essayer de faire passer une personne pour une autre, et donc d'avoir une usurpation d'identité. Cela a été en plus poussé vers la capture du document en vidéo aussi. Ça, c'est un peu l'évolution qu'un certain nombre de pays sont en train de prendre. Et puis à ça se rajoute un élément qui est assez important, et quelques acteurs en ont parlé, c'est l'approche hybride, c'est-à-dire le fait de combiner la vérification automatique avec une vérification manuelle. Onfido 2012, dès sa création, a démarré avec une approche hybride parce qu'on a toujours considéré qu'il fallait prendre un petit peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'on sait très bien que la machine va être capable de détecter des choses qui sont peut-être invisibles à l'œil humain, des retouches de pixels, des éléments qui sont des retouches de lettres qui sont très difficiles à détecter de façon claire, mais l'humain va, lui, pouvoir faire deux choses. La première, c'est analyser les tentatives de fraude que la machine aurait vues comme suspectes, et puis réapprendre à la machine donc, et réinjecter cette information dans le système d'intelligence artificielle pour s'assurer qu'on évolue, donc le principe d'évolution sur les nouvelles tentatives. Et deuxièmement, voir des choses qui ne sont pas forcément des tentatives de fraude, qui sont par exemple des prises de vue de mauvaise qualité ou autres, et ne pas se retrouver à bloquer des personnes. Et là, on revient à la question de user experience, ne pas se retrouver à bloquer des personnes parce que la photo était un peu floue, mais en réalité, il n'y a aucune raison de s'en inquiéter, ou la vidéo était était pas prise comme l'intelligence artificielle aurait aimé qu'elle le soit. Donc ça, c'est les deux points, et qui permettent derrière d'avoir toujours, et c'est l'objectif pour nous, d'avoir toujours une longueur d'avance sur les nouvelles tentatives de fraude. Il y a derrière des technos qu'on utilise qui nous permettent, par exemple, de détecter qu'on est face à une vraie vidéo et pas à la vidéo d'une vidéo.
Et donc ça a comme objectif, et on le fait aussi sur les selfies ou sur les photos, qu'on n'est pas face à une photo d'une photo. L'objectif, c'est de se rapprocher le plus possible de cette entrée en relation à distance qui équivalente quelque part à une entrée en relation en face-to-face. Donc, du coup, s'assurer qu'on est face à une personne qui vient à peine de prendre la vidéo de son document ou la photo de son document et qui vient à peine de prendre le selfie et la vidéo de sa biométrie, son liveness, et qui nous les soumet dans la minute dans laquelle il l'a fait. Et cela, et si on revient à la user experience, dans un temps le plus limité possible. Alors, nous, on est capable de faire la combinaison automatique plus manuelle en moins de 5 minutes. Et clairement, là, on rentre dans le côté frictionless, le côté expérience utilisateur le plus rapide possible, parce qu'on sait très bien que plus on rajoutera des éléments, plus on risque de perdre les gens au fur et à mesure. Alors, je rebondis justement sur ce que vous disiez sur la nécessité d'avoir une solution qui serait hybride avec un contrôle manuel. Et d'ailleurs, selon l'étude Onfido France FinTech, 81% des sondés disaient qu'ils optaient pour une solution hybride, donc avec une vérification manuelle, contre, je crois, 5% pour une solution automatique. Et alors, ça rentre typiquement dans le cadre de ce qui a été présenté par l'ANSSI. Donc justement, j'en profite pour, Rimena, vous demander de faire un petit point là-dessus pour qu'on sache où on se situe. Les solutions comme Onfido vont pouvoir être certifiées par l'ANSSI en tant que PVID, donc prestataire de vérification d'identité à distance. Est-ce que vous pouvez nous donner les points principaux qui ont été donnés dans le cadre de l'ANSSI ? Oui, si je donne un tout petit peu de contexte avant, donc pourquoi l'ANSSI a été quelque part sollicité par la direction du Trésor et donc la CPR sur ce sujet, c'est dans le cadre de la transposition de ce qu'on appelle la ML5, la 5e directive. Donc cette transposition a eu lieu le 13 février 2020, et dans cette transposition, l'objectif d'avoir une possibilité d'avoir des PVID qui rentrent en jeu permettrait de quelque part pour les opérateurs, pour les sociétés réglementées qui font de l'entrée en relation à distance, d'utiliser en fait deux mesures complémentaires qui sont nécessaires dans cette entrée en relation pour s'assurer qu'on fait un bon KYC, d'utiliser cela dans le cadre d'un PVID qui serait certifié par l'ANSSI. Donc, dans ce cadre-là, l'ANSSI a travaillé sur un référentiel qu'ils ont publié en mars de cette année. Ce référentiel permet à des sociétés comme Onfido ou d'autres qui sont dans le même secteur d'activité de pouvoir demander, de pouvoir quelque part être certifié pour des questions de sécurité et de s'assurer que on a un processus donc, de vérification d'identité qui respecte les règles de sécurité nécessaires à la mise en place de cette directive. Il y a 3 éléments un peu principaux dans ce référentiel. Le premier est celui d'avoir une approche hybride avec une vérification manuelle systématique. Donc, en fait, on peut démarrer dans l'automatique, mais il faut que systématiquement, il y ait quelqu'un en manuel qui vérifie chacune des vérifications d'identité. Le deuxième point, c'est d'avoir une capture dynamique du document et des éléments biométriques, donc en l'occurrence qu'on a pu parler de vidéo du document et vidéo de la personne, pour justement éviter un certain nombre d'attaques potentielles que les photos pourraient avoir, et se retrouver avec un cadre dans lequel on a une preuve du vivant et donc dans lequel on peut bloquer un certain nombre d'attaques dont on a parlé précédemment. Donc ça, c'est les 3 éléments principaux et qui ressortent de cette demande. Et bien évidemment, pour nous, ce qui est important, ce que nous, on ajoute et qui est un peu en dehors des demandes potentielles de l'ANSSI, c'est la question dont on parle aujourd'hui de l'expérience utilisateur. Comment pouvoir, tout en respectant la réglementation, s'assurer d'avoir une expérience d'utilisateur fluide. Ça a été pour nous une des préoccupations principales
quand on construit ou quand on travaille sur nos offres, on a souvent beaucoup de travail autour du UX et autour des retours clients pour s'assurer qu'on perd pas, qu'on n'ait pas de chute de taux de transformation au fur et à mesure des parcours. Alors, on a plusieurs questions réglementation dans le chat, donc j'en profite pour vous les poser. D'abord, est-ce que ces solutions relèvent d'une authentification faible substantielle de l'ANSSI? Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'une authentification faible substantielle, parce qu'en fait, en termes de… Donc, il y a plusieurs niveaux dans eIDAS. Il y a effectivement, il y a faible, il y a substantiel et il y a high. Donc, faible substantiel, je pense est une combinaison qui ne fonctionne pas forcément, mais ça correspond en tout cas. L'objectif de l'ANSSI, effectivement, serait plutôt de se retrouver au niveau substantiel, ce qu'on appelle substantiel, ce qui n'est pas… high au niveau eIDAS, mais pas faible non plus. Le niveau du milieu. Et une deuxième question sur la 6e directive donc de lutte anti-blanchiment. Qu'est-ce qu'elle va changer dans la lutte contre la fraude à l'identité par rapport à l'existant, notamment en termes de réponse pénale? Alors, là, juste pour rappel, le premier niveau de l'ANSSI est la transposition de la 5e directive. On n'en est pas encore, on n'est pas encore à la 6e qui normalement devrait être transposée, mais donc il n'y a pas de ce point de vue-là. Je pense que l'objectif principal est quand même de s'assurer qu'on ne peut pas laisser passer des fraudeurs, et donc on se retrouve avec moins de fraude, et donc de limiter l'usurpation d'identité. Après, est-ce que en termes de lutte contre la fraude, la 6e directive va un cran au-delà en termes de réponse, mais ce n'est pas ce qui est aujourd'hui analysé dans le cadre actuel de la certification de l'ANSSI dont on parlait. D'accord. Alors,